Moi, je dis tout le temps un truc que moi je comprends, mais que j'ai pas la sensation que les autres comprennent. J'aime terriblement faire mon métier. Je déteste l'avoir fait. Quand je monte sur scène, je me dis, il faut que ce soit incroyable. Il faut que ce soit tellement fou que les gens pleurent, le ciel s'ouvre. Et en fait, je le fais et j'adore le faire parce que j'aime cette course de la voiture. Et quand le rideau tombe, rien n'a été magique. Il y a pas eu d'étincelle, quoi. Et je déteste sortir de scène parce que genre. Mon métier consiste à rater continuellement une profonde envie de réussir, quoi. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va être... Non, on va se concentrer. Qu'est-ce qui va être ça peut être n'importe quoi, ce podcast, hein, tu sais. Il y a vraiment tout et n'importe quoi. Je m'en doute. Pardon pour tous mes autres invités qui m'écoutent. Non. C'est quoi les épisodes qui sont vraiment n'importe quoi ? Celui avec toi, en particulier. Waouh. Est-ce qu'on peut parler de ce petit... De cette petite discussion qu'on a eue avant de venir, avant que tu viennes dans ce podcast, parce que tu m'as dit que, en gros, il y a eu toute une discussion parce que tu connais Jenna par ailleurs, et Jenna m'a parlé de toi à plusieurs reprises. Et en fait, on s'est croisés dans une soirée, toi et moi, et je me suis dit tiens, ça serait cool d'avoir Félix. Parce qu'effectivement, Jenna me dit qu'elle te connaît, etc. Et tu m'as laissé un vocal en me disant, écoute Fab, Jenna m'a dit que, en gros, peut-être t'as pas trop envie de me recevoir, etc. Et je veux pas envie de déranger, tu m'as dit. Oui. J'ai dit, waouh, le mec, il a pas envie de déranger. Non. Tu fais ce métier, ouais, où tu montes sur scène, ouais, et t'es face à plein de gens, ouais, et tu parles tout seul, ce qui est quand même le truc le moins intuitif possible. Ah si. Ah ouais? Ah, pour moi, c'est la quintessence de pas vouloir faut que déranger. tu mettes... je le mets pas assez près de ma bouche. Oui, c'est ça, faut le mettre près de ta bouche, tu sais. Pour moi, c'est la quintessence de pas avoir envie de déranger, de faire ce métier. Parce que tout est calibré, tout est calculé. Autant ce que tu dis que ce que les gens écoutent. Il y a un temps de parole indiqué au début du spectacle. Moi, j'ai toujours peur d'avoir le mot de trop, de durer trop longtemps dans les soirées, de faire durer les rendez-vous, de pas être convié, de déranger, quoi. J'ai l'angoisse de déranger. Et le seul endroit où je me sens pas dérangeant, c'est quand je sais que les gens ont payé pour venir m'écouter et que du coup, je m'impose pas, quoi. Waouh. Je l'avais pas vu comme ça. Ça me libère l'esprit, moi, d'être sur scène. Parce que je sais que les gens, ils sont là pour ça. Parce que tu vois, dans ma tête, c'est quand même un truc tellement contre-intuitif, tu vois, humainement, de se dire, je vais monter sur scène et il va y avoir 200, 300, 400, je te souhaite 5000 yeux braqués sur moi, quoi, tu vois. Ouais. Tu vois, ça n'existe pas. Personne ne fait ça normalement, enfin, sauf les artistes, bien sûr. Mais tu vois, je veux dire, tu vas croiser n'importe qui dans la rue et tu vas lui dire, dis donc, est-ce que tu vas voir ta boulangère ou ton boucher ou je sais pas quoi. Tu vas lui dire, tiens, viens donc faire ça. Pour moi, c'est vraiment tellement la quintessence de s'imposer quelque part, tu vois, de venir dire, en fait, moi, j'ai des choses à dire au monde. Et tu vois, pour moi, c'est très positif en plus, hein, tu vois, c'est vraiment. Je dis pas en mode égotique ou je sais pas quoi, juste t'as des trucs à venir partager. Ça m'a vraiment, ça m'a étonné en fait, tu vois, que tu viennes me dire, écoute, moi, j'ai pas envie de déranger, si tu veux pas m'avoir au. Ouais, moi vraiment, pour moi, c'est. Moi, je visualise la scène comme le refuge des gens qui ont peur de déranger, quoi. Enfin, okay. C'est là où l'existence est mesurée. Pardon, je mets pas assez mon micro. Ouais, c'est pas grave. Je vais te monter un peu. Ok. Un peu le son. Ouais. C'est là où moi je me sens en sécurité, quoi. D'accord. Où mon existence dépasse pas. En fait, toutes les choses qui peuvent paraître bizarres, excentriques, particulières et qui moi m'ont gêné durant mon enfance ont pris du sens et de la valeur sur scène. Et donc c'est vraiment l'endroit où je me libère d'un poids d'exister, quoi. On va en parler. Oh, terrible. Terrible.
Mais est-ce que tu es à l'aise de ce fait-là dans cet exercice de promo là où tu viens justement, c'est pas cadré. Tu sais même pas et je sais que c'est un truc qui est très compliqué, c'est l'une des raisons pour lesquelles tu vois par exemple, regarde, j'ai pas de feuille, tu vois, je viens pour moi on est juste en train de faire une discussion tous les deux. Mais en revanche, c'est vrai que c'est moi qui guide le truc et toi tu es dans un cadre où comment tu vis ce moment-là? Bah, je le vis bien parce Ok. que du coup, je me sens invité. Ok. Ouais, carrément. Mais l'exercice d'avant, qui est de l'invitation, du coup, ça peut me stresser de me dire est-ce qu'il a vraiment envie que je vienne et du coup, genre, j'aurais peur de parler trop, de répondre trop longuement. Mais si tu me dis, hey, c'est un format libre, ce que t'as fait, tu vois, c'est un format libre, on parle et puis on coupera, on s'en fout. Bah, du coup, ok. Donc, on met de côté l'overthinking Ok. et on parle et puis Ah on oui, verra. tu peux mettre de côté le verse. Mais par exemple, dans les interviews plus cadrées à la radio, quand on me pose des questions, genre, je demande toujours, vous voulez que je réponde court, vous voulez que je réponde long, pour pas avoir l'air con et parler et que le mec me dise genre il faut qu'on arrête camarade, et c'est une de mes angoisses, donc je préfère parler moins que parler trop. Ok. Mais souvent, comme je suis dans ma tête, il m'arrive souvent de parler et de pas me rendre compte que je suis en train de parler trop et que l'autre en face, ça fait 4 minutes qu'il est là et qu'il me regarde en mode il serait temps de passer à autre chose. Alors l'objectif ici, c'est que tu parles. Hein. Ouais. Oh bah alors il est parti pour rachir des whisky. L'objectif, c'est vraiment que tu parles et que j'ai parfois des invités d'ailleurs qui me disent qu'ils ont trop parlé, mais je leur dis mais mec, c'est le but. Meuf d'ailleurs, c'est pour ça que t'es là quoi. C'est le projet. La première question que je pose à tous mes invités, c'est à quoi tu ressemblais, Félix, quand t'avais 7-8 ans? À 7-8 ans, j'étais très mince, j'étais plus grand que la moyenne, j'étais très timide, j'avais pas spécialement de copains, ou alors deux. J'avais un ami à moi qui s'appelait Jacques, qui était hyperactif, et une amie à moi qui s'appelait Jennifer, et qui était née prématurément, qui avait beaucoup de problèmes de santé. Ok. C'était mes deux potes. Et voilà. Il faut pas beaucoup plus dans la vie en plus que d'avoir deux amis. Non, oui, c'est ça. C'était un peu, et à vrai dire, on était un peu la bande des. On recueillait toutes les personnes qui du système scolaire se faisaient quelque part rejeter, quoi. On était un peu le groupe des accueillants, quoi. Ok. Si quelqu'un se faisait bolos, il atterrissait dans la dernière case de la pyramide et c'était nous. Tu veux dire que vous étiez tout en bas de la chaîne en alimentaire? bas de la chaîne alimentaire de ouf, 1000 fois. Ouais. Ok. Ouais. Et c'était un peu le faire front pour être plus solide, quoi. Donc quand il y en a un qui se faisait bolos par des gens, on resserrait les rangs et puis ainsi de suite, quoi. Tu t'es fait bolos? Oh oui, beaucoup. Oui, aujourd'hui, je peux dire que je me faisais harceler à l'école. Enfin, c'est un mot qu'on apprend au fur et à mesure, quoi. Quand on le vit, on sait pas. Et puis en grandissant, quand même, c'était pas normal de vivre ça, en fait. Mais par rapport à quoi? Y a pas besoin. Les enfants n'ont pas besoin de raison. Mon existence suffisait, à vrai dire. Non, vraiment. Non, mais qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce qui faisait que tu ou je sais pas, qu'est-ce que tu montrais au monde ou comme n'importe quel enfant, je me montrais moi, vraiment, genre, même avec le recul, j'ai pas la sensation d'avoir fait ou dit quelque chose qui méritait une quelconque haine ou hargne. Je pense que je dégageais quelque chose de différent. J'étais assez excentrique quand j'étais gamin. Je pense que je le suis encore, mais aujourd'hui, je l'ai un peu apprivoisé, j'arrive à le dissimuler, j'arrive à le mesurer, quoi. J'arrive à faire en sorte de distiller un peu ma bizarrerie, quoi. Quand t'es gamin, t'apprends, t'es là avec tes grands bras, tu sais pas encore quoi en faire, t'es maladroit, puis tu pressens que t'aimes la poésie, donc tu te balades avec ton petit bouquin, t'as l'air con, quoi. Enfin, j'étais un enfant con, quoi. Non, pas con. Bah si, j'étais con. Enfin, con. J'étais bête. Mais t'étais bête comment? Non, t'étais pas bête. Je pense qu'on est tous bêtes et qu'en grandissant, on s'enrichit, on grandit, et puis on se tire vers le haut. Puis il y a des gens qui restent en bas, il y a des gens qui tirent vers le haut. Mais tu méprisais les autres parce qu'ils lisaient pas de poésie? Oh non, pas non. Ce que je veux dire, c'est qu'on est tous bêtes, tu vois. Genre, on démarre tous dans la vie avec rien dans la tête, et puis on se remplit de livres, on se remplit de rencontres, et puis de sport, et puis et on construit la personne qu'on veut devenir, quoi. Mais à l'époque, j'étais bête, j'étais un gamin, quoi. Je savais pas où j'allais, je savais pas ce que j'aimais. Juste, j'étais un peu bizarre, quoi. Genre, mes passions, en tout cas, ce qui m'animait, c'était pas la même chose que les autres. Genre, j'étais pas passionné parce que les autres avaient l'air de... Genre, à l'époque, je me rappelle, il y avait des premières vidéos pornographiques sur les téléphones qui circulaient. Il y avait beaucoup de voitures, parler des marques de voitures et puis de football. Et moi, ça me passait, mais à des kilomètres de la tête, quoi. J'étais vraiment pas intéressé par ça. Et donc, dans les cours de récré, quand ils jouaient au football, moi, je préférais m'asseoir et gratter dans mon cahier, quoi. Et ça, c'était très bizarre. Enfin, ça paraît rien aujourd'hui, mais...
Je me rappelle, dans la cour de récréation, j'étais le pestiféré parce que j'étais le mec qui aime pas courir après le ballon. Donc on m'attachait les bras avec une corde à sauter, on me forçait à être au goal. Enfin, c'était nul. Ah ouais. On t'attachait les bras Ah ouais, mais non, mais alors et on là... te forçait à être au goal, mais donc de ce fait-là, tu pouvais pas utiliser tes mains. Ouais, mais Quel c'est est le but. En fait, vraiment, le délire de la cour de récréation, c'est qu'à chaque cour de récréation, on inventait des concepts de plus en plus cruels. On m'a déjà pris mes petits déjeuners, ça c'est pas grave. On m'a déjà craché dans mes petits déjeuners pour que je les mange. On m'a déjà volé mes affaires. On les a déjà cachées dans les poubelles. On m'a déjà effectivement donc attaché les bras avec une corde à sauter pour me mettre au goal. Et en gros, personne des deux équipes ne voulait que je joue dans son équipe parce que j'étais le nulos. Donc en gros, on sélectionnait les équipes et à la fin, il restait moi. Et le but, c'était le premier qui me touche dans la tête, parce que moi, j'étais attaché. Donc on me mettait au milieu du goal et le premier qui arrivait à me toucher dans la tête pouvait me donner à l'autre équipe. Et puis derrière, j'étais au goal et C'est quand même extrêmement créatif et cruel à la fois, quoi. Tu vois, là, franchement, j'espère qu'ils sont devenus ingénieurs depuis parce que ce serait vraiment du génie gâché, quoi. Tu les as suivis un petit peu? Les gamins il y en a les plus certains qui se sont excusés depuis. À vrai dire, il y en a beaucoup qui étaient suiveurs et qui sont venus dire en grandissant, je m'excuse, mais j'arrive pas à dormir en sachant que j'ai fait ça. J'espère que t'arriveras. Moi, je suis déjà passé à autre chose, donc j'espère qu'ils vivent. T'avais quel âge? J'étais gamin. Quand ils sont. Quand ils sont revenus, au fur et à mesure de ma vie. Okay. Encore aujourd'hui, j'en reçois. T'as 26 ans aujourd'hui? Ouais. Ok. Encore aujourd'hui, j'en reçois des messages. Il y a même pas 3 mois, j'ai reçu un message d'un mec qui me bolossait vraiment fort, qui m'a envoyé un message. Ah, t'es drôle. Je fais, ouais, c'est ouf. Gros, t'as oublié. Il a oublié? Il a oublié que c'était un con, quoi. Enfin, il a oublié qu'il m'aimait pas. Tu lui as dit? Non. Okay. Non. Ça m'est arrivé une fois. Tu veux pas déranger? Ouais. Non. Ouais. Puis ça m'est arrivé une fois en représentation qu'une ancienne professeure qui m'aimait vraiment pas, qui était très méchante parce qu'elle m'humiliait beaucoup en cours. Elle avait volé mon cahier de poésie, elle l'avait lu à voix haute devant les autres profs en riant. Ça m'avait vraiment blessé. Wow. Et cette prof est revenue à un spectacle. Et quand je suis sorti de ma scène, tout le monde m'a applaudi. Et ma professeure a dit à voix haute, j'ai été sa prof. Oh, je suis tellement fier, j'ai toujours su que t'étais un génie. Et elle m'a serré dans ses bras. Et j'ai subi ce câlin comme une agression. Et je suis rentré dans ma loge et j'ai pleuré. Et ma mère est venue, elle m'a secoué, elle m'a dit en fait, on est mieux dans le monde avec des amis qu'avec des ennemis. Donc tu vas retourner, tu vas dire à cette bonne femme que t'es très heureuse de la voir. Et je lui dis d'accord, donc je suis reparti, je suis heureux de vous avoir. Merci d'être là. Et effectivement, je suis assez d'accord avec ma maman. Genre, si cette bonne femme-là, ça lui fait plaisir de se dire qu'elle a un ancien élève qu'elle aimait bien, et si elle a envie de se réinventer la réalité, on est mieux dans ce monde-là que dans un autre. Enfin, si moi je peux donner ça. Putain, je t'avoue que. C'est le concept de l'autre joue, quoi. Oui, c'est ça, mais j'allais te dire, moi j'ai 2 mômes, moi, et je me dis, qu'est-ce que je leur donnerais comme conseil, quoi, tu vois. Parce qu'il y a un peu un truc de. Bon, on va sans doute en reparler, mais il y a un peu aussi une forme de revanche, j'imagine, pour toi. Je comprends mieux pourquoi tu montes sur scène, peut-être. On commence à comprendre un peu ton histoire. Et tu vois, peut-être à ce moment-là, en fait, t'as l'occasion de venir en tant que Félix adulte, tu vois, de prendre le petit Félix par la main et de venir, je sais pas, tu vois, lui juste le défendre. Parce que peut-être que c'est ça aussi qui te manquait, quoi. C'est que t'avais personne pour te défendre. Ouais. Mais c'est trop tard. Ouais. On défend pas les choses qui sont derrière. Aujourd'hui, il faut défendre celui qui est devant, et celui qui est devant, il préfère être gentil plutôt qu'être méchant. Enfin, il préfère. Mais c'est pas méchant là, non, tu vois, ouais, pour le mais coup. il préfère baisser les armes. Enfin, vraiment, je préfère que cette femme, elle rentre chez elle en étant ultra satisfaite de sa soirée. Ok. Plutôt que de repartir en disant putain, j'étais vraiment une mauvaise professeure. Parce que je pense que déjà être une mauvaise professeure, c'est difficile à vivre. Si en plus je lui mets dans le nez. Okay. Moi, ça m'apporte rien, ça va juste me faire ressasser un truc qui est derrière. Et vraiment, je préfère être cette personne-là, quoi. Je préfère, ça nous libère tous les deux, quoi. Donc, tant mieux pour elle, si elle est contente de m'avoir aujourd'hui. Genre. Ok. Ça fait toujours un siège de plus dans la salle. Non, mais c'est pas ça que tu penses. Non. Le mec ultra cynique. Ouais, c'est ça. Même mes ennemis dans ma salle. Ceci dit, c'est une revanche comme une autre, hein, qu'il y a des gens il y a des gens qui t'ont détesté ou tu vois qui finissent par venir te payer pour venir te voir. C'est vrai que c'est une forme. Non, mais c'est une forme de revanche. Il y en a qui me demandent des invitations, tu sais. En plus. Ouais. Qui t'ont bolos dans la cour. Ouais, il y en a qui me demandent des invités, je leur donne. Ouais. Peut-être que là je pousse un peu le vice de la bolossitude, mais ouais. Ok. Ouais, vraiment. T'es un bon gars. T'es un gentil gars. Faut laisser derrière. Faut laisser derrière. Ok.
C'est trop tard, quoi. Puis tout le monde doit faire ses armes, tout le monde doit grandir et on n'apprend pas tous de la même manière. Peut-être qu'ils avaient besoin d'être des cons pour se rendre compte qu'il faut pas faire ça et puis... Et tu leur dis pas qu'ils ont été des cons avec toi? Si, il y en a certains qui aujourd'hui sont capables de l'entendre et qui ont même l'envie de l'entendre. Il y en a d'autres qui, ça se voit dans leurs yeux, qu'ils ont pas envie qu'on remette en question ce qui a construit leur personne, quoi. Mm. Il y en a qui sont venus boire un verre avec moi, qui m'ont dit putain c'était quand même sale, hein. Ouais, c'était pas ouf. Désolé. Bah, et on en rigole. Ouais. Et c'est devenu même le terreau d'une amitié fertile, quoi. Mais il y en a qui se sont construits sur une sorte de variation de mensonge et tu sens dans leurs yeux que si tu le casses, il y a tout qui va s'effondrer, quoi. J'ai pas envie d'être ce mec qui remet en question leur gentillesse aujourd'hui, quoi. Voilà. Ok. Tu t'es... J'imagine à quel point tu t'es construit, toi, sur cette enfance-là compliquée dans la cour de récré, et voire même ailleurs, puisque tu racontes que ta prof t'humiliait, quoi. Ouais. Et puis ouais, c'était une période nulle. Enfin, c'était une période nulle, mais parce que mes parents aussi essayaient de faire de leur mieux, mais c'était des taupes, quoi. Ils étaient aveugles. Ils font quoi tes parents comme métier? Mon père est technicien et ma maman est comptable. Ok. Et donc Donc très loin de l'univers Ouais. des artistes. Ah oui, 1000 fois, oui. Et du coup, mon papa m'a toujours, toute mon enfance, répété, bats-toi, en fait, t'es un homme. Genre, si on te met un coup de poing, t'en mets un plus fort et le problème, il est réglé. Sauf que j'ai jamais été très violence. Et ma maman, pour le coup, elle était très, si on t'aime pas, c'est que tu fais quelque chose qui est problématique. Donc, remets-toi en question. Et donc, toute mon enfance, je l'ai passé à me dire, ok, si on me déteste, c'est que je le mérite. Genre, si on me déteste, c'est que je fais quelque chose qui est détestable. Et comme je faisais que être, je me disais, ok, donc c'est mon existence qui est regrettable. Et donc, j'ai fugué beaucoup, j'ai hésité 2-3 fois à me blesser ou genre... Enfin bref. Et c'était une période nulle. Je me rappelle que mes professeurs avaient contacté mes parents pour leur demander d'aller faire des tests parce que j'étais sous-doué. Ils avaient dit à mes parents, écoutez, il est poli, hein, mais on n'en fera pas une flèche. Et ce serait pas mal qu'on aille faire des tests parce qu'il est quand même très lent. Et mon père m'avait giflé, il m'avait engueulé toute la soirée. Et on avait été faire des tests. Et en fait, le mec avait dit à mes parents, peut-être que c'est l'inverse. Et ce serait bien de faire des tests. Et mon père a dit, vous êtes des charlatans, vous avez rien compris. Et il m'a tiré de là-bas. Et on n'a jamais revu ces gens. Et j'ai vu, à l'inverse, j'ai vu des gens avec des pendules. Ma maman, elle m'a fait ça. J'ai vu une vieille dame qui me forçait à écrire parce qu'elle considérait que l'intelligence passait par l'écriture. Et donc, comme je levais trop mon stylo, c'était que j'étais trop aéré. Et donc, dès que je levais mon stylo, elle prenait une règle et elle me giflait le poignet. Et ça faisait trop mal, je détestais y aller. Voilà. T'as une tripotée de charlatans pour venir expliquer un truc qui était juste toi, en fait. Ouais. C'est fou. C'est ça qu'aujourd'hui, avec ma maman, on en rigole beaucoup. Enfin, elle a beaucoup pleuré au début, mais on en rigole beaucoup. C'est que vraiment, on est passé par un milliard de chemins, tous problématiques et tous ultra désagréables pour moi, qui m'ont vraiment poussé vers un retranchement, alors que c'était simple, quoi. Genre, tu prends ton gamin dans les bras, tu dis, hey, c'est pas grave d'être bizarre, on va trouver, quoi. Mais c'était un autre monde, quoi. Aujourd'hui, on est une génération beaucoup plus ouverte, chill. Parce que tu viens de la campagne belge. Ouais, enfin, je viens de reculer, ouais. Oui, c'est ça, tu viens... quand je dis belge, en plus, pour moi, c'est juste... moutons, les... Non, mais je viens du nord de la France, donc je comprends. Enfin, tu vois, je viens de la campagne du nord de la France, okay. Donc je peux relate, tu vois, je peux. Tu sais de quoi tu parles. Je vois quoi. Je vois quoi, justement. Ok. Ça va. Et oui, je comprends à quel point. Je sais pas, en fait, aujourd'hui, peut-être, tu vois, dans les villes, etc. Je sais pas dans les campagnes si ça se passe, si c'est toujours simple pour les enfants bizarres, quoi. Parce que je vois très bien le type de môme que tu pouvais être dans ces cahiers, dans ces livres, une sorte de gamin juste curieux et de ce qui se passe dans les bouquins, quoi. Tu vois, dans sa tête, plutôt que dans la vie, quoi. Oui. Ouais, oui, enfin puis c'était quelque chose que j'apprivoisais aussi. En fait, c'est un âge particulier parce que tu connais ni le monde extérieur ni le monde intérieur, donc j'étais en train de tâtonner, quoi. Aujourd'hui, je sais mettre des mots sur ce que je ressens et je sais un peu quelles sont mes forces et mes faiblesses et c'est plus facile pour moi de communiquer avec le monde extérieur, mais à l'époque, j'étais vraiment, vraiment du père, quoi. J'arrivais pas à mettre des mots et j'étais muet, quoi, j'étais mutique. Puis ça me poussait au silence, parce que les rares fois où j'ai essayé d'en parler pour régler les problèmes, ça m'en a attiré davantage, donc jamais pris autant tarif que quand j'ai dit à ma mère que j'avais besoin d'aide, donc ouais, c'était une période nulle. Enfin voilà, genre, pas besoin d'épiloguer. Je peux me permettre de vous dire que si vous voyez le dessin animé de ma vie passer cette étape, elle est pas folle. Mais ouais, ok.
Ça explique beaucoup de choses. Enfin, je comprends mieux ce truc de pas vouloir déranger. Ok, cool. Non, mais c'est vrai, ça explique vachement. Ok. En fait, l'autre question que je me pose, c'est est-ce que tu as un souvenir vif du moment où tu découvres justement les bouquins, la littérature, la poésie, etc., quoi? T'as un déclic? Oui et non. Les gens me demandent tout le temps quand est-ce que tu t'es mis à écrire. Et en fait, on se met tous à écrire en même moment. C'est quand on apprend les lettres et qu'on se met à gratter. Après, quand est-ce que ça devient potable? Ça, j'en ai aucun souvenir. Ah, je veux dire, t'as pas un déclic d'un truc de waouh, ok, en fait, c'est. Genre, tu te. Je sais pas, il y a un poème ou un truc que tu lis qui te marque quand t'es gamin, si, quoi. j'ai découvert Victor Hugo et ça a été une vraie découverte fondamentale de ce qu'est pour moi la beauté. Okay. Victor Hugo, c'était les Contemplations et je lisais les poèmes, j'étais petit. Hein. T'avais quel âge? Je comprenais que dalle, je devais avoir 12 ans, 13 ans, enfin vraiment. Et je ne comprenais rien du tout et je l'ai gardé longtemps. Et je connaissais les poèmes par cœur. À 15 ans, je connaissais une trentaine de poèmes par cœur que je trouvais juste... Ils provoquaient en moi du plaisir. Je savais pas le nommer, je sais pas ce que c'était, mais ça me provoquait quelque chose de bien-être, quoi. C'était... Donc ça, c'est une forme de déclic, Victor Hugo. J'ai beaucoup aimé, mais l'écriture, je l'avais déjà un peu avant. Genre, je grattais, mais en fait, pour moi, ça n'avait aucune valeur. En fait, je le faisais malgré moi. Et même parfois, j'aurais voulu l'abandonner parce que ça me valait des moqueries. J'écrivais parce que ça me venait et j'aimais bien que ça rime, puis j'aimais bien que ça ait une forme d'harmonie et ça me venait quand j'ai tombé amoureux de filles, quoi. Quand je trouvais des filles incroyablement jolies, j'avais envie de les dessiner, alors je dessinais. Ça ressemblait à rien, mais je dessinais les filles que j'aimais bien. Puis j'écrivais des petites phrases ou des petites idées qui me venaient, que je trouvais belles. Et en fait, ça n'avait aucune valeur, donc je les cachais, je les gardais pour moi, puis j'en ai fait un blog. Et en fait, en grandissant, c'est les autres qui ont donné de la valeur à ce que j'écrivais. Mais moi, j'en suis toujours pas persuadé. C'est les autres qui m'ont donné la légitimité de faire des projets de plus en plus grands, avec de plus en plus de valeur. Mais pour moi, c'est toujours les mêmes choses, quoi. C'est toujours les mêmes écrits de mon blog, quoi. T'as l'impression que ça vaut pas? Bah, ça vaut pas, ou ça vaut pas ce que j'aimerais que ça vaut. Enfin, non, ouais, de ton point de vue, je veux dire. Ouais. Ça vaut, en tout cas, pour moi, ça vaut moins que ce que les gens parfois me prêtent. Parfois. Mais ça veut pas dire que j'ai aucune prétention, parce que genre j'ai la prétention de vouloir faire de la poésie et de vouloir faire de la belle poésie et d'égaler des auteurs que j'admire, mais c'est juste moi je dis tout le temps un truc que moi je comprends mais que j'ai pas la sensation que les autres comprennent. J'aime terriblement faire mon métier, je déteste l'avoir fait, parce que pour moi notre métier il est dans une sorte de recherche dans une recherche de l'idéal, dans une recherche de l'instant de grâce, quoi. Et quand je monte sur scène, je me dis, il faut que ce soit incroyable. Il faut que ce soit tellement fou que les gens pleurent, le ciel s'ouvre. Et en fait, je le fais et j'adore le faire parce que j'aime cette course de la voiture. Et quand le rideau tombe, rien n'a été magique. Il n'y a pas eu d'étincelle, quoi. Et je déteste sortir de scène. Je déteste avoir fait mon métier. Pour moi, j'ai raté. Et il faut être ok avec ça. Le métier d'artiste, c'est raté, quoi. C'est pour ça l'histoire de succès, genre presque envie de dire, moi c'est une histoire d'insuccès, parce que genre mon métier consiste à rater continuellement une profonde envie de réussir, quoi. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, carrément. Okay, cool. Tu passes ton temps à rater un truc que tu voudrais, que tu imagines beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que ce qui finit par arriver quand t'es sur scène, quoi. Oui. Pour moi, vraiment, c'est ça. J'adore faire mon métier, je déteste l'avoir fait. Parce que quand je suis dedans, je donne tout ce que j'ai, quoi. Je veux que ça fonctionne, je veux que ça prenne vie, je veux qu'il y ait un truc. Et puis, tu t'arrêtes, tu regardes derrière, tu fais, en fait, finalement, je suis qu'un connard qui fait du bleu avec des idées, quoi. Du bleu. Enfin, de l'encre, enfin, tu vois. J'ai compris. Ok. C'est pas parce que je disais du bleu que Oui. Je trouvais ça mignon, au contraire. Ok. Je vais t'expliquer la métaphore. Hashtag Jenna. Oups. Très joke. Taisez-vous. On ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe Alors, c'est quoi l'équivalent du bac déjà en Belgique? C'est le CESS. C'est ça. Après 18 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Tu passes ton CESS, tes examens et t'as ton diplôme, quoi. C'est ça.
qu'est-ce que tu te lances dans des études d'art, c'est ça? Non, même pas, parce que moi, j'ai été quand même mon diplôme. Ok. Donc, à partir de ma 3e secondaire, donc je devais avoir 16-17 ans, j'ai rejoint une option qui s'appelle Art de la parole et du théâtre, et j'en suis diplômé. J'en ai été diplômé vers 19 ans, et puis j'ai fait les 3 ans de cours Florent, et puis me voilà. Ah ouais, c'est ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le théâtre? Bah, j'y étais lancé quand j'avais 17-16 ans. Ok. Je Tu sais plus? Si, mais enfin, donc j'écrivais toujours, et je pense que ça part de l'écriture, c'est que j'écrivais, et que j'écrivais de plus en plus, j'avais de plus en plus de choses à lire et à faire lire, et j'étais dans une école où donc, je me faisais malmener, et mon père a décidé, pour les mauvaises raisons, mais il a très bien fait, de me changer d'école. Il m'a dit, plein de cul, t'as des mauvaises notes, tu vas aller dans une école d'artisanat. Et il a voulu me mettre en architecture. Il m'a dit, ça au moins c'est de l'art utile, tu vas servir à quelque chose. Et il m'a mis à l'internat où je me suis fait virer au bout de 4 mois parce que je me faisais fumer. Et Ah ouais. ouais, je me suis fait virer pour violence envers les personnes obèses. Alors qu'en fait c'était les obèses, enfin en tout cas c'était la personne en surpoids qui m'agressait, mais c'est pas grave. Bref, pas de chance en fait. Je suis tombé sur 2 bolosses deux colosses même qui m'ont, bon bref. Et Tu te faisais violenter physiquement? ouais, en fait j'ai eu de la chance et de la malchance. C'est qu'à l'internat, c'était par 2 dans les chambres, et je suis tombé dans la chambre du king de l'internat, genre le mec un peu brun ténébreux, qui a toutes les jolies filles à table, enfin bref. Enfin, tu sais, vraiment l'archétype de la série américaine. Ouais. Et le mec m'a dit, écoute, ça va se passer comme ça. Et genre, mafieux, à cet âge-là, tu vois, t'es ok, bro. tout ce que tu veux. Il me dit, tu vas passer l'aspirateur, tu vas bien nettoyer mes quartiers, genre tu refais mon lit, et moi je te protège. Et donc moi j'étais là, je revenais ce truc, j'étais un peu le servant, et puis dès qu'il revenait, il vérifiait, et puis moi j'étais protégé quoi. Wow. Et c'est trop cool. Mais ta vie, c'est les Sopranos. Non mais c'est clair. Et du coup, en échange de quoi, le soir, quand on s'endormait, moi je lisais à voix haute des extraits de bouquins. Et comme bah c'était un peu un mec qui avait pas du tout accès, à mon avis, à ce genre il découvrait autant que moi. Et il était assez peu. Il disait pas merci mec, c'est trop beau. Mais genre je sentais que malgré derrière la carapace du mec qui en a rien à foutre, il m'interdisait jamais de le faire quoi. Et donc moi je découvrais la poésie en même temps que lui, et je disais tu trouves pas ça beau? Et parfois j'avais droit à un et je savais qu'on partageait un moment. Et donc quelque part il m'a un peu protégé l'internat. Mais quand il était pas là, du coup bah la nature rattrape quoi. J'ai grandi dans des villes assez juxtaposées, donc il suffit qu'il y en ait un qui fait ah ouais je le connais, c'est un bâtard, tu te fais fumer. Et effectivement, ouais, à l'internat, je me suis fait casser la gueule une fois, et on m'a attrapé, on a dit que c'était moi, et puis démocratie oblige, quand on a 4 qui disent que c'est lui, bah, c'est lui qui paie, et c'était moi. Et donc j'ai payé. Et à l'école, du coup, architecture, nul à chier, mes professeurs ont dit à mes parents, ça va vraiment pas, il est pas bon, il faut le changer peut-être vers menuiserie, il sera peut-être plus utile. Et dans la cour de récré, en fait, j'ai rencontré des gens qui faisaient du théâtre, ils étaient en train de réciter des textes, et je suis tombé en amour, vraiment comme dans un film je les ai vus, je les ai trouvés beaux, je les ai trouvés intelligents, je les ai trouvés doux, je les ai trouvés, et j'avais envie d'être leur ami, et je suis allé les voir vraiment, mais comme un nulos quoi. Je suis allé les voir et j'ai dit écoutez, je sais pas pourquoi, mais j'aimerais bien qu'on soit copains quoi. Et ils ont hurlé de rire, ils ont dit mais viens. Et on est devenus les meilleurs amis du monde, on a créé un groupe, et en fait j'étais le mec qui les aidait à réviser et à travailler leurs textes. Je connaissais tous leurs textes par cœur alors que j'étais pas dans leur option. Et je leur disais, ok, là, tu devrais peut-être monter le sens. Là, tu devrais peut-être être un peu plus agressif, ce serait marrant. Et j'étais tellement impliqué qu'ils m'ont dit, mec. Tu les mettais en scène, quoi. Ouais. Et même, je me mettais en scène aussi, parce que j'avoue que parfois, je jouais leurs textes dans ma chambre, et je me sentais comme eux, quoi. Je me sentais beau, je me sentais. Mais tu montais pas sur scène? Non. Moi, j'étais dans une autre option. J'étais en architecture. Ah, donc, oui, okay. Rien à voir. J'étais juste dans la cour de récré, et genre, je révisais leurs textes pour les aider. Et j'avais envie d'appartenir à cette caste de gens que je trouvais sublimes, quoi. Ok. Et un jour, ils m'ont dit, mais gros, tu travailles plus que nous sur nos propres textes, inscris-toi aux examens d'entrée, en fait. Et j'en ai parlé à mes parents qui n'étaient pas emballés, et je l'ai malgré tout quand même fait, et j'ai été reçu. Et mes parents ont dit, bon, bah, si ça t'amuse, fais-le. Et à partir de là, mes notes sont passées de 2 à 20 sur 20 en option. Et puis mes parents ont fait, ok, peut-être qu'il y a un délire à faire. Bon, bah, et puis j'ai commencé à jouer mes textes en option, où mes professeurs ont fait, tu sais que l'air de rien, ça a de la valeur, tu devrais peut-être les jouer en dehors de l'école. Et j'ai commencé à le jouer en dehors de l'école, mes parents sont venus, ils ont fait
ok, ça va peut-être cool. Mais Et en fait, comment tu les joues en dehors de l'école quand tu dis tu vas chercher une salle ou tu... bah, j'ai eu de la chance parce que mes professeurs ont vraiment pris soin du jeune auteur que j'étais. Ils m'ont dit, tu devrais peut-être commencer dans des concours, si tu veux. Je connais un type. Et vraiment, tu commences au bas de l'échelle. Tu commences dans les petits cafés-théâtres, dans les festivals de la bière. C'est pas de la chance, tu sais. Tu dis que t'as eu de la chance, mais c'est pas de la chance. Bah si, parce que Non. j'aurais eu un professeur comme cette fameuse prof de français qui me dit « Oh, regarde ce qu'il écrit, ce petit Ouais. con !» J'aurais jamais fait. C'est qu'ils ont dit « Hey, tu sais, ça a de la valeur. Hein. Bah, c'est maladroit, mais tu peux le faire là-bas. Attends, je connais un mec. » Et on donne un petit numéro, t'appelles le mec, il fait « Oui, bien sûr, j'ai un bar, tu peux venir jouer. Bon, ce sera pas payé, mais... » Puis t'arrives là-bas, tu joues ton petit truc, y a personne qui t'écoute, mais t'es putain, je suis en train de faire mon métier, quoi. Festival de la bière, tu disais? J'ai fait le festival de la bière et j'ai reçu une bière sur la tronche. Je me rappellerai toujours de ce moment où j'ai dit est-ce que je peux régler le son, et le régisseur a fait avec sa bière en mode je ne le réglerai pas, et un mec a acheté sa bière et m'a dit ta gueule PD, et j'ai quand même joué mon truc et j'avais été payé 50 €. Je me rappelle, c'était les meilleurs 50 € de ma vie, et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Vraiment, c'est un mec qui m'a donné un numéro et j'y suis allé, on se tapait 3 heures de route avec mon grand-père. Puis tu joues là-bas, puis t'as un autre mec qui fait tu devrais venir jouer chez moi à mon festival. Tu vas là-bas, tu joues ton festival 10 minutes et t'es heureux, et puis 10 minutes ça devient 15, 20, 30, 1 heure. Puis tu passes d'une salle de 10 places à une salle de 100, à une salle de 200, et c'est vraiment comme ça que ça marche, quoi. C'était ton premier spectacle? Ouais, c'est ça, c'est celui que je joue encore aujourd'hui. C'est celui que tu joues encore aujourd'hui? Ouais. Et t'avais quel âge à l'époque? J'avais 16 ans, 15 ans, 16 ans. Que tu joues aujourd'hui en France et que tu rejoues à Paris, c'est ça, si je me trompe je pas, reprends à Paris bientôt, ouais. en octobre, En octobre, ouais. en octobre prochain. Ouais. Ok. T'es pas lassé au bout de 10 ans parce que Un peu. Ouais. Un peu. Il faut être franc. Non, mais je trouve ça à la fois beau parce qu'on n'a pas touché l'écriture. L'écriture est restée la même. Oui, donc- j'allais dire, t'as pas du tout touché au texte? Non. C'était une volonté de ma part de pas toucher au texte. On a changé la mise en scène, la manière de jouer, parce qu'on a voulu rentrer le comédien que je suis devenu dans les pompes de l'auteur que j'étais. Mais c'est faire revivre un peu on a fait d'un clown de l'adolescent que j'étais, quoi. Et donc je pense que ça peut servir des jeunes qui me ressemblent à quand j'étais gamin à se dire hey, ok, genre ce que je me pose comme question est tout à fait normal et légitime, et puis peut-être que si je lis ce bouquin-là, ça va m'apporter des réponses ou des questions. Donc si je le joue encore aujourd'hui, c'est qu'il fait encore sens. Il fait peut-être un peu moins sens pour moi aujourd'hui parce que j'ai grandi, mais j'ose croire qu'il fait encore sens pour plein d'enfants, et même peut-être pour plein d'adultes qui ont oublié qu'ils étaient des enfants particuliers. Ouais. Donc ouais, je m'en suis un peu lassé, mais j'ai d'autres projets qui avancent. Oui. J'ai ma pièce de théâtre, j'écris mon deuxième seul en scène, j'ai eu les chroniques, enfin j'ai eu l'occasion de... On va en parler. Ce rire nerveux. Vous le voyez pas là, mais il est en train de se pendre avec son t-shirt. Non. T'as chaud? Un peu. Mais en tout cas, merci beaucoup de partager tout ça parce que ça, c'est très précieux en fait. Tu Merci à toi de poser des questions. vois. C'est mon métier. Non, parce que non. Donc ouais, ce spectacle s'appelle Les mots s'improsent. Oui. Petit jeu de mots, Oui. si vous l'avez pas. C'est vrai. Les mots s'improsent. Wow. Et effectivement, en fait, tu me disais tout à l'heure que t'étais parti au cours Florent, mais c'est quoi le pont en fait entre d'aller jouer dans des salles au fin fond de la Belgique ou dans des festivals de la bière, tu vois, jusqu'à ok, en fait, il y a cette école à Paris qui est réputée. Enfin, j'imagine que pour toi c'est un autre monde, quoi. Ah ouais, c'est un autre monde. Pour moi, c'était le rêve américain. Enfin, c'était le rêve parisien même. J'étais le petit Belge de la campagne qui allait conquérir Paris. Et c'est tout à fait l'un à côté de l'autre. En fait, j'avais ce spectacle qui commençait à naître, que je commençais à jouer un peu par-ci par-là, qui me ramenait un peu d'argent de poche de temps en temps, de plus en plus. Et j'avais cette formation que je suivais de comédien, parce que moi, je rêvais d'être comédien. Et arrivé à la fin de mes études, littéralement, mes professeurs sont venus me voir. Ils ont fait, écoute, on le dit rarement, mais tu devrais tenter Paris, quoi. T'as potentiellement une chance d'y aller. Et on serait vraiment fiers d'avoir un élève qui y arrive. Et je me suis senti l'homme de la situation, quoi. Je me suis fait, allez, on va le tenter, on y arrivera peut-être, quoi. Et bêtement, on est arrivé jusqu'au 3e tour alors que je venais de nulle part, quoi. J'étais tout Florent me regardant, mais qui est ce gars qui vient, il est même pas habillé en costume, il connaît même pas Rilke. Et C'est quoi Rilke? Rainer Maria Rilke, enfin, on connaît pas ces classiques, quoi. C'est pas cette ref. Ah c'est juste à Florent il y a des auteurs que tout le monde aime, tu vois. Ouais. Et moi j'avais aucune culture théâtrale, enfin vraiment j'étais un pignouf, quoi. Et on est arrivé au 3e tour, ce qui est le dernier tour de la classe libre de Florent, ce qui est très difficile d'accès, et je me suis fait virer de là-bas, mais on m'a rappelé derrière. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait Florent. J'avais hâte de découvrir Paris, tomber amoureux d'une Parisienne, de faire du théâtre avec des lettres de noblesse, quoi.
T'as réussi tout ça ou pas? Bah, j'ai été reçu à Paris. J'ai pas aimé ma formation à Florent, je l'ai même détesté. En même temps, ouais, je l'avais passé tellement haut dans mon esprit que je ne pouvais qu'être déçu, mais... Par contre, je suis tombé amoureux d'une Parisienne. Bon, après, ça s'est terminé aussi. Et elle était très décevante aussi. Mais j'ai aimé Paris. Même s'il ressemblait pas à ce que je m'étais. Mais en fait, je trouve que c'est cool aussi, tu vois, d'en parler. C'est que je crois qu'on fantasme tous un peu la vie parisienne quand on n'en vient pas, quoi, tu vois, et que ce soit de France. Et peut-être en plus, il y a un vrai truc encore pire en Belgique, tu vois, oui. Oui. où t'as vraiment ce truc de, c'est encore plus inaccessible, Oui. peut-être que quand t'es en France. Mais avec le recul, toi, comment t'as vécu ces années parisiennes et ce on va dire ce catapultage depuis Namur. Bah, je l'ai senti. C'était un peu un saut dans le vide. Enfin, c'est un peu effrayant parce que tu quittes tous tes repères en tant que Belge. Tu quittes ton pays, quoi. Tu changes d'univers. T'as plus aucun ami. Moi, je suis arrivé à Paris. Je connaissais littéralement 0 personne, quoi. J'avais pas de potes. Puis mes parents sont loin. Je vis dans un 15 mètres carrés avec des cafards. Enfin, j'ai découvert Paris par la toute petite porte, quoi. J'ai pas eu la chance de découvrir Paris dans un 35 mètres carrés avec vue sur la Tour Eiffel. Enfin, j'étais dans une rue sombre, dans un quartier un peu pauvre. J'allais au cours Florent et j'y étais très malheureux. J'étais personne, j'étais un numéro. Tu rentres le soir. Et puis, bah, du coup, il faut faire son trou, quoi. Il faut avoir le courage. Et moi, comme je suis timide, bah, c'était compliqué, mais j'ai eu de la chance. Encore une fois, j'ai rencontré un mec, il m'en a fait rencontrer un autre. Puis il m'a dit, bah, viens jouer. Et en fait, il s'est reproduit le même système qu'en Belgique. J'ai démarré dans dans vieux café-théâtre un peu nul où il y a 10 personnes. Puis il m'a dit, bah, tu devrais venir jouer à la Petite Loge, c'est le plus petit théâtre de Paris. C'est vrai. Et j'ai fait la Petite Loge. 24 places. 24 places où je faisais 2 par soir. Et je jouais devant 2 personnes chaque soir. Tu faisais 2, quand tu disais 2 par soir, c'était. Ouais, je faisais 2 personnes par soir, dont 2 invitations. Donc, et en fait, au fur et à mesure, bah, c'est pas grave, tu fais ton métier, tu te changes dans le métro, mais t'es content parce que c'est Paris, quoi. Tu t'en fous. Et un jour, j'ai rencontré une production qui m'a dit, allez, on va miser sur toi, on pense qu'il y a du potentiel, on va te changer de salle. Et on m'a mis au théâtre des Mathurins, c'est 100 places. Et là, t'as une loge et t'as quelqu'un qui repasse tes costumes. Et c'est ce que j'ai posté là récemment sur Facebook parce que je change de théâtre encore. Je leur ai dit, moi, la première fois on m'a présenté Mimi, qu'elle allait repasser mes costumes, je me suis enfermé et j'ai pleuré parce que, ça ne m'était jamais arrivé dans ma vie que quelqu'un d'autre que moi s'occupe à ce point de mon spectacle. Moi, j'ai connu les moments où je me changeais sur le trottoir, quoi. J'ai connu les jets de bière, j'ai connu les insultes, j'ai connu les moqueries. Enfin, et à partir du moment où il y a quelqu'un dont le métier, c'est de repasser ta chemise, ok, let's go, partons sur ce délire. Reconnaissance éternelle, quoi. Et puis au Mathurin, tu fais 30 par soir, tu fais 30 personnes par soir. Et puis un jour, t'as des chroniques qui fonctionnent et t'en fais 100 par soir. Et puis un jour, il y a tout le monde qui veut travailler avec toi. Et puis un jour, on te dit, viens, on va te passer dans une salle de 300 parce que tu fais vraiment complet. Ouais, quand t'as connu la salle de 2 personnes, tu peux que apprécier la salle de 300, quoi. Tu t'es fait connaître donc par tes chroniques, Ouais. qui étaient sur la RTBF, la radio. Première. La première. Ouais. La radio belge, mais qui était aussi diffusée sur Facebook et qui donc ont largement dépassé les frontières belges, parce que pour le coup, t'as vu un petit rôle, c'est ça, au cinéma avant, Bien avant, ouais. C'est ça, en genre 2018, Vérité 2019. Sigement, ouais. Oui. Ouais. Je pense que bon, ça se finit. La vérité si je mens 4. Ouais. Ça mais ceci dit, bon, tu t'es vraiment fait connaître, ou t'as vraiment eu l'occasion de te faire connaître par ces chroniques qui sont devenues un peu même cultes, hein, pour certains, où tu t'écrivais des textes que tu déclamais à la radio, parce que en plus c'est un exercice un peu. Enfin, tu vois, il y a des chroniqueurs aujourd'hui sur France Inter, etc., mais qui sont plutôt des humoristes. C'est un exercice qui se fait plus trop, tu vois, de venir raconter des beaux textes et de venir vraiment les jouer, tu les interprètes. Mais tiens, d'ailleurs, je vous propose, je vais en mettre un extrait là, tu vois, pas maintenant, mais dans le montage, wesh. Ouais, quel talent. Alors, voilà. Je sais qu'on se connaît pas, mais je voulais savoir si ça te disait qu'enfin, on parte tous les deux. Ouais, je sais, ça paraît complètement barge, je dis comme ça, mais imagine on se casse. Là maintenant, à l'autre bout de la Terre, sans se retourner. De toute façon, la Terre est ronde, regarder droit devant soi, c'est un peu comme regarder derrière, non ? Mais arrête de sourire, je suis sérieux, qu'est-ce que tu dirais ? T'as jamais eu envie de balancer ta caisse ?
de claquer ta porte, de gifler ton voisin, je sais pas. Il y a pas des soirs où t'as la tête qui tourne à vide dans ton lit? T'as commencé à te faire connaître enfin, ces chroniques ont connu vraiment un gros succès. Comment tu vis, toi, cette explosion de notoriété qui arrive en plus, enfin, si j'ai bon souvenir, un peu du jour au lendemain, quoi. Ça, Oh oui, bah, c'est arrivé du jour au lendemain. grâce à Facebook, quoi, à l'époque. Facebook, Insta. À la base, je devais venir pour 3 papiers. Je devais venir pour remplacer un des chroniqueurs stars qui partait en vacances, et c'était pendant juillet. Pardon, Et je devais venir donc pour 3 papiers. Et on me dit, c'est carte blanche, tu fais ce que tu veux. Mais je pense qu'il me l'a dit par habitude de flemme de t'expliquer, quoi. Et c'était la première fois que quelqu'un me disait, tu fais ce que tu veux. Habituellement, les gens sont assez sûrs de ce qu'ils veulent. Ils disent, on veut des blagues, des jeux de mots. Et je dis, vous êtes sûr que je fais ce que je veux? On m'a dit, mais oui, tu fais ce que tu veux. De toute façon, ça peut pas être pire que... Et de toute façon, c'est 3 papiers, t'es stagiaire, on s'en bat la race, tu vois. Et je me suis dit, ok. Et donc, je suis arrivé le jour J avec un poème sur l'amour. Et je me rappellerai toujours de la tête du présentateur qui lève la tête de son papier et qui me regarde en mode, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, le con, quoi? Parce que je commence mon poème et vraiment toute l'équipe technique derrière moi me regarde en mode, mais on fait quoi? On coupe? On laisse? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je fais mon papier et on me dit, merci Félix. Et je vois vraiment tout le monde avec le, tu ne reviendras pas. et je repars un peu ultra gêné. Je me dis, waouh, j'ai merdé, ils ont pas aimé. Et je reçois un appel dans le Thalys du mec qui me dit, écoute, c'est pas contre toi. T'écris très bien, c'est pas le problème, mais on va pas... Tu vas terminer tes papiers, et puis on arrêtera, quoi, et puis tu nous enverras les papiers à l'avance aussi, histoire qu'on soit sûr, parce que c'est pas la tonalité, t'as rien compris à la radio, c'est pas ça. Et j'ai raccroché. Des visionnaires, hein, si je puis me permettre. Ouais, hein. bah après, tu vois, je pense que ce mec-là obéissait à des... Oui, bien sûr. Et je suis rentré chez moi, et je me suis dit, tu sais quoi, quitte à jamais être rappelé par la radio, autant les faire comme toi t'as envie de les faire, Cyrano de Bergerac. Pour le coup, c'était l'ego. Je me suis fait... Tu fais tes papiers comme t'as envie, et puis nique, c'est mort, c'est la première fois que t'as une carte blanche. Et donc j'ai pas envoyé ma papier à l'avance, et allez vous faire voir. Et je suis arrivé là-bas la semaine d'après, et j'ai fait mon papier sans avoir envoyé, et pareil, il lève la tête, il me regarde, il fait... Et je sors de là, ultra fier de moi, je m'en fous, j'ai fait un truc qui me ressemblait, et cette chronique, elle s'appelait Cher amour, je parlais à l'enfant que j'avais pas encore. Et il la poste sur Facebook, et je m'attends à me faire gronder, quoi. Et seulement, en quelques heures, on fait 1 million de vues. Et là, je reçois un appel, je dis, ouais, je vais me faire défoncer. Et le mec fait, Félix! Mais Félix! Mais on est tellement content de t'avoir sur la RTBF, mais putain, on a toujours su que t'étais un génie. Tellement content de savoir ce format sur nos ondes. Ça te dirait pas de t'embaucher à l'année? Non, mais entre toi et moi. Et ce retournement de veste m'a un peu... Mais bon, c'est le jeu. Donc j'étais là-bas, il m'a dit... Ça t'a vexé? Oui, ça m'a vexé, mais en fait, c'est pas tant que ça m'a vexé, c'est que moi, j'ai peur de pas comprendre les gens ou de... J'ai de mauvaises lectures des gens, et quand je sais obviously que c'est faux, ça m'angoisse, ça me stresse. J'aime bien quand c'est vrai, quand c'est sincère, tu vois. Autant on s'aime pas, mais on se le dit, tu vois. Et j'aime pas ce truc de le sourire professionnel du j'aime pas. Et donc je suis arrivé là-bas et ils m'ont proposé à l'année, ils m'ont proposé 1 fois par mois, et j'avais pas envie. Moi je leur ai dit, moi j'ai fait mes papiers, je les ai trouvés cool, et j'aimerais autant m'arrêter là. Genre je suis un peu outsider, je fais mon délire, on a fait 1 million de vues, c'est très bien. Et ma production m'a dit non. Elle m'a dit non, fake, tu veux que ça réussisse ou tu veux pas que ça réussisse? Genre, t'as des trucs qui fonctionnent, fais-les. Ma maman m'a dit, mais t'es fou, quoi. T'as des trucs qui fonctionnent, fais-les. Et la radio m'a dit, mais t'es fou, quoi. Ça fonctionne, frère. Et donc, j'ai cédé à la pression et j'ai accepté. Et j'ai commencé, du coup, ces papiers mensuels qui se sont clos au bout d'un moment parce que j'en avais plein le... Et au fur et à mesure, j'avais la sensation de devenir une sorte de caricature de moi-même, quoi. Et puis, c'est un exercice qui m'est pas instinctif. C'est difficile de se renouveler, et puis est arrivé ce qui est arrivé, que nous savons tous les deux, et ça calme un homme, quoi. Et les gens le savent pas, hein, donc on peut pas faire cette interview comme si on était que tous les deux, tu vois. Non, mais on peut en parler en plus. Je trouve que c'est... En fait, maintenant que je connais ton histoire, c'est d'autant plus dramatique, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que tu as fait une chronique que j'imagine en plus que tu veux hyper positif, quoi, ouais. Tu vois. Bah en fait c'était presque de la poésie. C'est-à-dire en fait à ce moment-là ça marchait vraiment bien. Les chroniques on faisait entre 5 millions et 6 millions de vues. Et je le vivais assez mal parce que d'abord j'avais la sensation j'avais la sensation de servir à rien. Enfin je me suis dit, cette fenêtre de visibilité, il faut qu'elle serve à quelque chose. Il faut que je puisse moi aussi porter des combats qui me sont chers et des messages importants. Et j'en parlais beaucoup avec ma petite sœur Théa,
et avec d'autres amis qui sont vachement impliqués dans plusieurs mouvements. Et je leur ai dit, ce serait pas mal que je fasse, ce qui est une polémique sur les tenues vestimentaires, ce serait pas mal de faire un papier où on dit, on n'est pas des ennemis, quoi. Genre, et un truc ultra bienveillant dans l'optimisme, un truc réjouissant qui rassure ma petite sœur, quoi. Et toutes mes amies m'ont fait, mais c'est tellement bien qu'un homme prenne la parole sur ce sujet, c'est trop cool. Et donc j'ai écrit rapidement, mais comme je faisais à chaque chronique, en fait j'étais tellement dans une frénésie de ça marche à chaque fois, qu'il n'y a même plus besoin de se poser la question. J'écrivais ça en 1 heure, et j'ai fait relire à toutes mes copines, pour le coup, à toutes mes copines, dont des militantes, qui m'ont dit, alors, il y a des maladresses, et des trucs qui peuvent porter à débat, mais te connaissant, et connaissant tes propos, tes chroniques, ça ne peut que bien se passer. Genre, tout le monde va accueillir ça avec bienveillance. Et j'ai fait mon papier, je suis sorti de là, tout le monde m'a appelé en me disant « c'est cool, bravo ». Et puis là, ça a été la descente aux enfers, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « c'est pas bien », et quelqu'un qui a dit « non, c'est vraiment plus que pas bien ». Et puis a démarré le harcèlement, quoi, a démarré la descente aux enfers. Il y a 2 militantes particulièrement, dont une je connaissais personnellement, qui ont fait une vidéo en réponse, où elle dézinguait propos par propos ce que je disais, parfois, et ça m'appartient, mais avec mauvaise foi, et elles ont insisté pour qu'on me déglingue, quoi. Elle faisait plusieurs stories, elle relançait plusieurs fois la thématique, enfin je sais pas comment parler ça correctement. Je sais pas comment parler de ça correctement. Ça t'a traumatisé un peu? Ouais, plus que traumatisé. Enfin, là, les gens le voient pas, mais t'es pas bien. Ça m'a plus que traumatisé. Genre, j'ai beaucoup pleuré. En fait, j'ai même vomi. Enfin, pour être sincère avec toi, et c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est pas à cet endroit-là que doit te mettre ton métier, parce que vraiment, j'estimais l'avoir fait avec énormément de naïveté, de toute évidence, mais de bienveillance. Enfin, je pensais qu'à la limite, je me suis dit, les vraies militantes, celles qui savent, parce que moi je savais rien, genre j'avais juste l'instinct du cœur de il se passe quelque chose qui est pas normal, on n'a pas le droit de dire à des femmes ce qu'elles doivent faire. C'est juste quelque chose de très, pour le coup, campagne. Enfin, tu vois, moi j'ai pas des parents qui sont intellectuels, j'ai pas des parents qui m'ont éduqué sur ces thématiques. Moi, mes parents, ils m'ont juste dit, quand tu sais pas, tu poses une question, et toujours l'humain avant tout, genre sois gentil. Et c'est avec ça que je suis parti à la guerre, quoi. Et il m'a semblé que c'était suffisant, mais non, de toute évidence, non. Il y a des combats qui ont leur lexique, il y a des combats qui ont leur historique, il y a des combats qui ont leur problématique, et tu peux pas juste te pointer avec ta gueule d'ange et dire « Hey, moi j'aimerais que tout le monde s'aime », parce que parfois ça peut être vécu comme une insulte quand des gens subissent des violences au quotidien. Et c'est quelque chose que j'ai appris à la dure, quoi. Et j'estimais que j'arriverais à convaincre que je voulais être gentil, quoi. Et dans ce papier, je le dis à un moment, je dis tout ce que je dis va paraître ridicule, mais j'aimerais apprendre. Et c'était pour moi le point essentiel de mon papier, c'est je suis là pour apprendre. Il faut démarrer là où on est, et si tous les hommes restent là sur leur position à se dire non, moi j'ose pas parce que je vais me faire casser la gueule, on n'avancera pas. Il faut pouvoir dire moi je sais pas, et Inch'Allah, tu vois. Et j'ai trouvé certaines personnes dures, après à juste titre, parce que chacun a son passé, chacun a son vécu, et je peux que comprendre que ce soit impossible pour certaines, mais on m'a prêté des propos qui n'étaient pas les miens, on m'a prêté des intentions qui n'étaient pas les miennes, et puis surtout ça a dépassé largement la légitimité d'un quelconque combat. Pour moi, quand tu fais ce que tu combats, tu l'arrêtes pas, tu le recommences, quoi. J'en ai parlé avec du coup ces 2 influenceuses, où je leur ai dit attendez, mais moi je reçois des menaces de mort, ma maman on dit qu'on va l'attraper pour la violer, enfin c'est plus, il faut arrêter, quoi. Et elle m'a dit non, en fait si on t'agresse, c'est que t'as fait quelque chose de mal, pose-toi la question. Et j'ai dit mais c'est littéralement ce que vous combattez avec les tenues vestimentaires, vous n'avez pas le droit de dire à quelqu'un qu'il a fait quelque chose qui mérite qu'on l'incite au viol, c'est pas. Et j'en ai parlé avec une autre militante qui m'a dit en fait on sait bien que t'es un gars bien, ça se voit mais t'as fait une connerie, tu sers de symbole et on va pas se priver, quoi. Et moi je me suis dit effectivement, et donc au début j'ai voulu faire une réponse, en fait à la toute base, je sais pas s'il faut que je le dise, mais à la toute base, moi j'avais l'intention de prendre l'enseignement qu'on allait, dans mon monde à moi, il allait se passer qu'on allait me donner des liens, des livres, quand j'allais rencontrer des militantes, et que j'allais apprendre, et que j'allais faire un autre papier qui se serait appelé Petit Frère, même si j'en ai pas, et où j'allais dire tout ce que j'ai appris. Et en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et puis je me suis dit, plus j'apprends sur ce combat, plus je réalise l'enfer que certaines vivent, et je me suis dit, la meilleure chose à faire si tu veux vraiment servir le combat, c'est de fermer ta gueule, en fait. Venir essayer d'essuyer tes pompes, c'est purement égoïste. Je me suis dit, s'il faut
parce que c'était le but, qu'on parle de ce sujet, qu'on débatte sur le sujet, qu'il y a enfin des gens qui peuvent être entendus. Bah, t'as voulu poser une bombe, t'y es arrivé, seulement t'as pas réussi à sortir de la pièce à temps, quoi. Et c'est pas grave, tant pis pour moi. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, là, plus t'apprends, plus vaut mieux que tu fermes ta gueule, parce que revenir, ce serait vraiment très égoïste. Et c'est pas grave, quoi. Donc j'ai pris tarif, quoi. J'ai attendu que ça passe. Voilà. T'as dit beaucoup de fois j'ai pris tarif dans cette interview, tu t'en rends compte ou pas? Ouais. Depuis que t'es tout petit. Ah ouais, je prends beaucoup tarif, mais c'est chouette. Enfin. Non, pas... mais je sais pas. C'est pas chouette de prendre Non, tarif. c'est pas chouette du tout de prendre tarif. Non, mais je me dis, on prend tarif que quand on essaye. Enfin. Et beaucoup de gens ont oublié, mais ces chroniques, ça s'appelait des essais. Et c'était vraiment l'ADN de ce format, c'était de tenter des trucs que je faisais jamais et qui allaient mener soit à des réussites, soit à des échecs. Et c'est ce pourquoi j'ai arrêté les chroniques, c'est que à partir d'une certaine audience, j'osais plus me permettre d'essayer parce que je savais que si je faisais quelque chose d'un peu plus faible, des gens allaient s'offusquer, m'insulter, s'énerver. Alors que vraiment, l'ADN de ces papiers, du début à la fin, c'était moi, dans ma chambre, en train de me marrer, de me dire mais comment est-ce que je vais faire pour réinventer un format bizarre qui pourrait peut-être marcher, quoi. Tous les formats étaient que ça, c'était des tentatives un peu cheloues, quoi. Et la tentative un peu plus politisée, que j'avais essayé de romancer un peu, de rendre un peu naïf, enfin, c'était de pas trop en dire sur ma petite sœur aussi, parce que bah, ça lui appartenait. En fait, c'était une erreur, quoi. C'est une erreur de timing, de cocktail et de fin. Et c'est pas grave, on fait tous des erreurs, et l'important c'est que moi j'ai appris beaucoup sur cette thématique, du coup. Mais tu sais ce que ça m'évoque, moi, maintenant que alors j'avais écouté, mais je mettrai le lien dans les notes si vous voulez aller écouter, parce que non, mais en plus, elle a le mérite d'exister, tu vois, cette chronique, elle existe toujours, et en fait, pour moi, c'est hyper important. Je trouve ça vraiment limite trop cool de l'avoir avec ton commentaire de texte aujourd'hui, avec le recul, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est marrant parce que je crois que ce que pas mal de gens t'ont reproché, c'est de pas parler en ton nom à ce moment-là dans cette chronique. C'est de pas parler de toi en tant qu'homme, si tu veux. Mais en fait, quand je relis ton histoire, quand tu m'écoutes ton histoire, quand on écoute ton histoire, il y a aussi ce truc, tu vois, de venir t'imposer et de venir parler de toi, tu vois, de venir te mettre en avant. Et en fait, je comprends vachement mieux pourquoi t'as pas voulu le faire ou pourquoi t'as pas osé le faire. Oui, bah oui. Vu ton histoire. Oui. Comme tu dis, t'as pris tarif, quoi. Oui, bah, puis je sais pas, c'est comme ça que ça m'était, c'est comme ça que ça s'est fait. En fait, avec du recul, aujourd'hui, en l'ayant vécu, évidemment qu'il y a plein d'autres idées qui me viennent de comment aborder le sujet plus intelligemment, de faire attention à certains mots. Mais à ce moment-là, j'étais dans la naïveté du mouvement, tout se passait bien. Et puis ça partait vraiment d'un bon sentiment, donc il y avait zéro raison que ça se passe mal. Et puis j'avais été relu par plein de filles. Et par politesse et puis par respect, je les ai jamais rattachées quand c'était parti en vrille. Elles ont toutes un peu quitté le bateau et genre j'aurais dit ça y en aura, y a pas de problème. J'ai coulé tout seul, mais je sais pas. Enfin, puis c'était d'autant plus désagréable parce que vraiment ça m'a fait beaucoup de chagrin parce qu'on m'a prêté plein de propos qui étaient pas les miens et enfin. Par exemple, il y a beaucoup de filles qui m'ont dit t'as pas le droit d'en parler parce que t'as jamais t'es un violeur et t'as jamais été violé. Et à vrai dire, moi j'ai vécu 2 agressions sexuelles, une fois par un homme quand j'étais très jeune et une fois quand j'étais par une fille quand j'étais un peu plus âgé. Et je sais ce que ça fait, quoi, de pleurer sous la douche et de se sentir vraiment très sale et d'avoir envie de crever. Genre. Ok. Et donc, c'était d'autant plus agréable parce que ça m'a repoussé dans un groupe de gens auxquels j'ai pas envie d'appartenir, quoi, parce que j'ai pas envie de faire partie des agresseurs. Enfin, je préfère faire partie des agressés ou alors des justiciers, enfin des gens qui essayent, quoi. Et cette erreur, en fait, m'a donné l'impression d'appartenir à ces cons, tu vois, à ces gens qui retardent ou qui ralentissent ou qui tirent vers le bas. Et j'en avais pas envie, quoi. Et donc ça m'a fait beaucoup de mal parce que dès que j'ai croisé une fille dans cette période-là, dès que je croisais une fille, je me sentais terrifié, quoi. J'avais peur qu'elle me déteste et c'est horrible parce que c'est horrible parce qu'à ce moment-là j'étais convaincu qu'elle avait le droit de me détester et c'est pas vivable pour quelqu'un, quoi. C'est pas vivable. Donc après j'ai eu de la chance, j'ai pris un psy, puis j'ai eu des amis, tu vois, qui m'ont aidé à relativiser, qui m'ont dit hey, il y a des gens qui souffrent beaucoup et qui sur internet se lâchent un peu, mais en vrai de vrai, quand tu retournes aux fondamentaux de ce qui s'est passé, ta chronique, on voit qu'elle est bienveillante. Ça se voit que t'es un peu con et que t'es un peu maladroit, mais franchement, ça valait pas un harcèlement. Genre, tout va bien. C'est pas un bad buzz, surtout. Enfin, parce que
moi, je l'ai vécu tellement mal parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages, mais quand tu regardes dans les statistiques, la quasi-totalité des vues, c'est des cœurs, c'est des merci. J'ai reçu des gens aussi donc, des amis à moi m'ont dit relativise, frérot, tout va bien. Et c'est juste qu'on focalise sur le négatif, surtout quand le négatif est aussi virulent et aussi agressif, quoi. Ouais. Je voulais m'excuser parce que je t'ai présenté un copain en disant il a vécu un bad buzz, tu vois. Et en fait, pour moi, c'était un peu, on fait partie de la même famille parce que j'ai eu droit aussi, moi. Et en fait, mais bon, chacun son histoire et c'est marrant parce que moi aussi, je fais partie de ces gamins qui ont été harcelés au collège et tout. Donc, si tu veux, c'est toujours intéressant de voir comme on remet en place. Et je dis pas que c'est de notre faute, tu vois, mais il y a un vrai truc à un moment donné où il se passe dans la vie adulte un truc que tu as vécu dans ta jeunesse, tu vois, dans ton adolescence, mais limite peut-être pour qu'on puisse le régler. Ce qu'on n'a pas réussi à régler quand on était gamin, quoi. Oui, c'est clair. J'imagine que cette notoriété, la naissante, est à la fois pour toi un truc génial parce que ça te permet de pouvoir, comme tu disais, d'un coup d'un seul avoir plus de gens dans ta salle, etc. Et en même temps, il faut réussir à l'apprivoiser, quoi. Oui, c'est ça qui a été très difficile pour moi, et j'ai trouvé, en même temps, les gens peuvent pas savoir, mais j'ai trouvé les gens très très durs là-dessus parce que moi j'ai dû apprendre à gérer tout ça en même temps parce que c'était très nouveau. Les gens sont apparus dans ma vie du jour au lendemain. J'étais sur ma page Facebook, on était 5000 et en une semaine on était 100 000. Et sur Instagram c'était la même chose. Je prenais 2500 abonnés par jour. Et c'est pas du tout la même relation au réseau. J'arrivais plus à lire tous mes messages alors que moi j'avais l'habitude de répondre à tout le monde, enfin normal. Et ma maman et moi au début on pleurait de stress parce que on se sentait dépassé par un truc. Et puis il y a des fous sur terre, quoi. Il y a des gens qui t'aiment trop. Moi je recevais des messages d'amour trop violents. En fait tout était violent, même l'amour, quoi. Et c'est ça qui moi m'a dépassé, c'est que j'avais des gens qui m'envoyaient des tickets de train en me disant je suis à Paris, je te cherche, je te trouve. Genre j'avais des nudes, on en parlait tout à l'heure. J'avais des gens qui m'envoyaient des photos de leurs poignets cicatrisés. Enfin, et c'est trop. Et pour moi c'était juste des chroniques. Enfin c'était des essais. Je faisais ça dans ma chambre et ça me faisait rire, quoi. Et donc j'ai dû apprivoiser mes réseaux. Et j'osais plus rien poster. Je me rappelle la première semaine, j'osais plus rien poster parce que je me suis dit putain, c'est sûr qu'ils vont se rendre compte qu'ils m'aiment pas pour de vrai et il faut partir. Donc j'osais plus mettre de story et je mettais plus rien du coup. Et j'attendais juste les chroniques, j'attendais tout mon mois comme ça dans la chambre. Ouais. Et c'était horrible. Et puis au bout d'un moment, bon, tu grandis, tu te dis hey, s'ils doivent partir, qu'ils partent, c'est pas grave. Et tu commences à te sentir plus à l'aise et puis tu te rends compte que tu peux pas répondre à tout le monde avec la même intensité et puis qu'il faut te protéger aussi des rencontres, qu'elles soient amoureuses ou détestables. Et puis pareil, les haters, l'apparition des haters, bon, tu relativises un jour et puis tu dis c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est rester droit dans ses bottes, je pense. C'est essayer de représenter ce qu'on est. Et puis tant pis s'il y a des gens qui s'y blessent ou tant pis s'il y a des gens qui s'y attardent, quoi. Voilà. Donc c'était particulier. Puis il y a tout plein de gens que j'admirais qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient bosser avec moi. À l'inverse, il y a beaucoup de gens que j'admirais, que j'ai rencontrés, qui m'ont dit bah franchement, j'aime pas trop ce que tu fais. Et ça aussi, c'est dur, on n'en parle pas assez de ça. Genre, quand tu fais de l'art, t'es obligé de savoir qu'il y a des gens que t'admires qui t'aiment pas. Et ça, j'aime pas. Genre, c'est nul à chier. Genre, de croiser les gens que t'aimes bien et de te rendre compte que finalement, c'est pas des gens cool. Oui, c'est encore autre chose que d'avoir des gens qui te disent bah moi j'aime pas trop ce que tu fais. Ouais. C'est différent encore d'avoir quelqu'un que t'admires et que tu rencontres dans la vraie vie. C'est pas un truc que je recommande d'une manière générale, hein, vraiment d'aller rencontrer les gens que t'aimes bien parce que c'est potentiellement des vraies déceptions, quoi. Ouais, bien sûr. Bah moi ça arrivait. Après il y a eu des bonnes surprises aussi. Puis il y a eu des gens dont j'aimais pas le travail et que j'ai trouvé charmants. Et en fait tout bêtement ça m'a fait relativiser sur l'art de manière générale parce qu'avant j'avais mes goûts et couleurs, quoi. J'avais les choses que j'aimais pas trop, les artistes que je trouvais cons. Et aujourd'hui, je trouve que le métier d'artiste implique tellement de sacrifices personnels et professionnels, implique tellement d'efforts et de résilience que j'admire les gens qui font ce métier. Et tous, même ceux dont l'art m'indiffère un peu, genre je me dis, mais franchement, pour faire ce que tu fais, que ça te ressemble et que t'assumes ta bizarrerie, je trouve ça admirable. Et donc j'ai tellement plus de tendresse pour ce métier, pour les vrais gens qui font ce vrai métier, pas pour l'idée de ce métier, ce que j'avais avant. J'avais vraiment une idée de mon métier, j'avais une idée de l'humain. Aujourd'hui, j'aime profondément les humains qui le font, quoi. Et je me permettrai plus
jamais de mettre un commentaire négatif sous une vidéo. Jamais. Même pas un pas ouf. Pourquoi, tu vois? Si ça fait du bien aux gens, laisse. Quitter pour dire que c'est pas ouf si ça plaît à des gens, quoi. Donc, ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui au petit Félix qui est dans la cour de récré et qui se fait attacher les mains pour aller faire le goal et se faire tirer dessus? Bah, je pense que je lui ai déjà dit hein, un peu dans ma chronique à l'enfant que j'ai pas encore. Je pense que c'était un peu une lettre pour moi, mais je pense que je lui dirais que la cour de récré s'arrête jamais vraiment et que finalement ça sert à rien d'attendre un copain qui arrivera jamais dans la cour de récré et qu'on est un peu son meilleur ami et qu'on peut pas demander aux autres de nous aimer tant qu'on s'aime pas soi. Je lui dirais que la plupart des choses que j'ai longtemps cru comme des faiblesses sont en fait des qualités qu'on a mal exploitées, quoi. C'est le poème de l'albatros, quoi. Ces ailes de deux géants l'empêchent de marcher, quoi. C'est tout ce que tu considères comme une faiblesse, c'est juste que tu l'as mal apprivoisé, que tu sais pas encore quoi en faire. Et que si ça traîne dans tes poches, c'est que ça va te servir à un moment sur le chemin. Donc, tout ce que j'ai détesté chez moi sont aujourd'hui les choses qui me ramènent le plus de bonheur, et puis de rencontres, et puis d'argent. Et les choses que j'ai voulu supprimer, que j'ai voulu m'amputer, que j'ai voulu arrêter, bah, aujourd'hui, c'est les choses qui me portent en vie, quoi. Donc, c'est ce que je dirais. C'est quoi les trucs que t'as voulu arrêter, amputer chez toi? Tout. J'ai voulu l'écriture, je voulais arrêter. Genre, j'avais honte d'écrire. J'avais honte d'aimer les mots et d'y être sensible. J'avais honte d'être sensible à la beauté. Les filles dont j'étais amoureux, ça me transperçait d'une autre manière que les garçons qui s'arrêtaient vraiment fort au physique et qui étaient... Pour moi, la beauté, c'était au-delà du physique. C'était quelque chose qui émanait et qui, moi, me transcendait. J'étais en admiration, presque muet face à quelqu'un que je trouvais beau. Ça pouvait être aussi un garçon. Enfin, je veux dire, j'avais honte de cette vague de... Je me dis, mais c'est trop bizarre, pourquoi j'ai ça? Genre, je dois être trop chelou, genre. Et puis, j'ai cette sensibilité un peu bête et idiote qui était de pleurer constamment ou d'être en empathie avec des choses ridicules. Genre, je pouvais aller voir les... Je me rappelle, en face de la maison, il y avait un chat qui s'était fait écraser. Genre, j'étais en deuil, quoi. Et j'avais envie de me... Enfin, et voilà, quoi. Donc, je pense que j'ai voulu arrêter d'être moi et d'être quelqu'un d'autre de plus serein, de plus stable, de plus... aimer le foot, quoi. Et puis... Plus bonhomme? Bah ouais, bonhomme. Il y a un peu de ça, j'ai l'impression. Un peu solide, Ouais. un peu plus solide, ouais, un peu plus bon camarade, un peu plus normal, enfin mesuré, un peu plus mesuré, mais mesuré dans ce que aujourd'hui je considère comme le mauvais sens, c'est-à-dire avoir des rêves tout à fait à ma hauteur, savoir très bien où j'ai envie d'aller, j'ai très envie d'être pharmacien, et puis avoir des copains et me satisfaire très bien, d'arriver dans la cour de récré. Moi, il y avait quelque chose qui m'insatisfaisait énormément. Et j'ai longtemps considéré ça comme un défaut, alors qu'en fait, c'est que c'est terriblement bien, quoi, d'être tiré par quelque chose d'indivisible et de savoir que ta place, elle est encore autre part, et de vouloir ramer, et toujours insatisfait, c'est l'essence même de la vie, quoi. Et c'est ce que je dis dans une de mes chroniques, c'est la vie, ça brûle, quoi. La vie, ça brûle, et si ça brûle pas, c'est que tu vis pas, c'est... Voilà. Je suis un peu triste, tu sais, parfois de faire des podcasts audio parce que les gens voient pas mon invité. Et là, les gens te voient pas, mais tu me regardes quasiment pas dans les yeux, t'es timide. Non, mais je te regarde. Pas trop. Ah, ok. Mais c'est pas grave, hein, tu vois, vraiment. Mais je trouve que ça manque, tu vois, dans ce cas-là, l'image, parce que ça ajoute vraiment un vrai truc. Et c'est pour ça que je me permettais de le signifier aux gens, c'est que il y a un vrai truc touchant chez toi. Bah, ça me fait plaisir. Bah, j'aime pas regarder les gens dans les yeux. C'est un effort. Ouais. Oui. Et quand j'étais petit, du coup, j'ai eu droit aussi, pareil, à des cours de regarder dans les yeux les gens. On a considéré que c'était un manque de respect quand j'étais petit. Mais je pense pas que ce soit un manque de respect. Bien sûr que non. Voilà. C'est toi, tu vois, ça te ressemble grandement, quoi. Bah, ça me va. Franchement, je le prends pas comme un manque de respect. Hein. Cool. Pas du tout, hein. Non. Au contraire, je trouve que ça ajoute quelque chose ça ajoute visuellement quelque chose à ce que tu racontes. Tu vois ce que je veux dire? Ok, À l'aspect sensible du bonhomme. Donc ouais, pour revenir un peu sur tes projets, mais tu continues donc à jouer ce spectacle dont on parlait il y a quelque temps.
Les mots s'imposent, ouais. s'imposent. Ouais. Ils continuent de se jouer. On est sur la dernière année. Après ça, je vais changer de seul en scène. Je vais en écrire un autre. Puis il y a la pièce de théâtre que j'aimerais monter. Et je trouve pas de producteur, mais je vais en trouver. Quitte à le produire moi-même, c'est pas grave. J'aimerais reprendre les chroniques aujourd'hui. Ok. J'ai fait la demande à la radio. T'es prêt? T'es prêt à y retourner? Je pense que je suis moitié prêt et je pense que je suis moitié obligé d'y retourner. Oh, obligé? C'est un format qui a plu à des gens, qui manque à des gens et qui a fait du bien à des gens. Et je pense pouvoir faire abstraction de tout ça et me dire que bon, c'est un apprentissage, il faut grandir et puis let's go, quoi. Donc j'ai mi-hâte, mi-peur aussi de revenir et que ça marche pas. Et que c'était juste une bulle spéculative qui... Donc j'ai fait ma demande à la radio, elle m'a dit qu'elle l'avait entendu. Au début, je voulais essayer de commencer en France. Je voulais faire de la radio à France Inter. Mais France Inter avait pas l'air emballé. France Culture, ils m'ont proposé, mais c'était un format qui me plaisait moyennement. Et puis, ouais, Move, pareil, mais c'était un format trop compliqué pour moi à tenir. Donc, j'ai proposé... Tu pourrais les faire sur tes réseaux aussi. J'ai essayé, mais ça faisait vraiment, vraiment moins de vues. Ouais. Et je sais pas si c'est de la qualité ou si c'est juste de la mise en avant de la plateforme, je sais pas. Mais j'ai longtemps cru que je allais me suffire à moi-même et que je serais très heureux dans ma chambre. Mais j'ai fait 2 papiers dans ma chambre qui ont fait quand même 100 000 vues. Et c'est vachement moins que... 100 000 vues, c'est déjà pas mal pour toi tout seul. Hein. Non, tu voudrais plus... non, mais t'as le droit d'être plus ambitieux, hein, je comprends. Ouais. Bah, ouais. Je comprends. Hein. Ouais, quand t'as connu le temps des 2 millions, bon. Mais c'est ça aussi, c'est que je crois qu'il faut faire très attention à ça, c'est qu'il y a des moments où sur les réseaux, tu vois, d'une manière générale, ils poussent plutôt les vidéos, ou ils poussent plutôt les photos, ou ils poussent plutôt, enfin, tu vois. Oui. Et je crois 2020, tu vois, c'était encore une période où Facebook voulait vraiment pousser les vidéos à fond, tu vois, donc tu pouvais faire un nombre indécent de vues. Qui aujourd'hui est plus compliqué à faire, même avec une rubrique de qualité identique, quoi. Tu vois. Oui, je pense. C'est fort probable. C'est fort probable. Après, bah, ça reste une radio. Ça entretient des bonnes relations professionnelles. C'est des gens certaines personnes m'ont manqué. Et puis, c'est là où ça a commencé. C'est bien de se pardonner et de pas rester sur pas sur une défaite, mais de pas rester sur un mauvais sentiment, quoi. De s'autoriser d'avoir grandi et de repartir avec du bon pied. Donc il y a la radio, il y a la pièce, il y a le roman. On m'a commandé un roman que je suis en train d'écrire, doucement. Et puis c'est tout. Hein. Puis il y a les lives. Puis... Tu fais des lives sur Twitch, c'est ça? Oui. Je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode afin que les gens puissent venir te suivre. Est-ce qu'il y a un truc dont je t'ai pas parlé et dont tu aurais aimé parler dans cette... Bah, on va dire, t'as ma vie en podcast, là. J'ai rien à ajouter, mis à part... Enfin, non, j'ai tout dit. À moins que t'as des questions en plus. Non, c'était vraiment très touchant. Ah ouais? Ok, cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Je suis très heureux d'avoir suivi le conseil de Jenna. D'avoir dans mon podcast. Oh, wow. Let's go. On embrasse. Merci beaucoup, Félix, c'est cool. J'ai dit merci beaucoup de Jenna, pas du merci tout. Fab. Merci je t'aime, Fab. Merci. Oh, pardon. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit: comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure à partir de 6h du matin dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.